Bien, alors bonjour à toutes et à toutes. Merci infiniment d'être là pour ce webinaire cet après-midi organisé par la CPME nationale. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est un syndicat patronal qui représente plus de 150 000 entreprises qui emploient elles-mêmes 3 millions de salariés sur l'ensemble du territoire de France. Alors nous sommes ensemble pendant un petit peu plus d'une heure, jusqu'à 14h15 environ, euh, pour parler réorganisation du travail en période de post-crise, post-Covid, et plus particulièrement sur la fameuse question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc pour parler de cela, nous recevons deux experts que vous voyez à votre écran. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais il s'agit de Magali Siméon et de Jérôme Ballarin, à qui évidemment je souhaite la bienvenue et que je remercie d'ores et déjà pour leur présence. Alors moi je suis Sophie Iboura, je suis entrepreneur dans la communication à Toulouse. Et je suis vice-présidente de la CPME en charge de la place des femmes dans l'économie. Et je suis également membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est que dans un contexte qui est très particulier, celui du travail, et donc cette fameuse transformation numérique déjà engagée dans nos entreprises, mais enfin sur ce coup un peu à marche forcée, eh bien c'est toute l'organisation managériale qui est brutalement remise en question, et sur ces questions, les TPE-PME n'échappent pas à la règle. Donc en fait, et les dirigeants, le fonctionnement des équipes afin, bien entendu, de garantir le bien-être, la santé de chacun et chacune de nos salariés, mais aussi de garantir les performances de nos entreprises qui, vous le savez, traversent une période extrêmement compliquée et qui, évidemment, doivent rapidement retrouver le chemin de la croissance. Donc cette réorganisation, on le sait, aura des impacts et a déjà des impacts multiples, des impacts sur la structuration même de nos entreprises, des impacts sur la transformation numérique, sur l'environnement, avec notamment la question des transports, des trajets entre le domicile et le lieu de travail, et puis aussi évidemment des impacts sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pourquoi? Parce que on parle de plus en plus, et c'est très d'actualité, de parentalité dans l'entreprise. Donc hier encore, nous écoutions Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, qui souhaite et qui annonce vouloir allonger la période du congé paternité à 1 mois. Il est, sauf erreur de ma part, Jérôme, de 11 jours aujourd'hui. Oui, C'est plus les ça. 3 jours de naissance. C'est ça, et qui souhaite également mettre en place un nouveau congé qui est demandé depuis assez longtemps, qui est le congé des aidants, c'est-à-dire octroyer un congé spécifique aux personnes qui ont en charge une personne malade au sein de la famille. Donc des choses qui devraient changer à ce niveau-là et qui devraient évidemment impacter l'ensemble des entreprises. Donc, pour parler de tous ces sujets, je vous le disais tout à l'heure, Magali Siméon d'abord, à qui je vais donner la parole, qui est fondatrice de la start-up Lily Facilite la vie, avec qui la CPME a noué un partenariat étroit à l'occasion de la publication de son manifeste des équilibres des temps de vie. Elle va nous en parler tout de suite. Et puis ensuite, donc, nous recevrons Jérôme Ballarin, qui est président de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise, et avec qui j'ai le bonheur de partager un siège au Haut Conseil à l'égalité. Magali, si tu le veux bien, c'est à toi. Si tu veux nous faire peut-être un petit état des lieux et nous présenter le manifeste, c'est avec plaisir. Bonjour à tous, c'est à moi. Je suis très contente d'être là et particulièrement de prendre la parole avec ces PME parce que je crois que et Sophie et moi sommes absolument convaincus.
On t'entend pas, ont un Magali? rôle à jouer sur le sujet de la… Magali, Oui? le son est mauvais. Je ne sais pas pour les autres. Ah mince, c'est à mon tour d'avoir une connexion Internet instable. Allez, ça y est, on t'entend là, on t'entend. Bon, ben, je vais peut-être essayer pour l'instant sans partage d'écran et puis je resterai avec le partage d'écran. Donc, D'accord. je suis très contente de prendre la parole ici parce que je pense que la conciliation est un sujet de tous et aussi donc des PME et des TPE. Tu m'entends bien là, Sophie? Oui, Jérôme? Oui, on vous entend, Magali. On ne D'accord. t'entend pas, Magali. Il y a un problème de connexion là. Ben, peut-être. Alors, est-ce que Jérôme, vous m'entendez, vous? Oui, 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 moi je vous entends. Donc, c'est peut-être toi, Sophie, qui ne m'entends pas. Jérôme, Jérôme, vous l'entendez bien, hein, Magali? Oui, 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 ça va. Il y a eu Bon, un mais petit, un petit problème tout à l'heure, mais ça allait. alors, écoutez, on me dit un message que alors ça doit être moi qui dois avoir un problème. Donc, allez-y, je vous en prie. Allez. Super. Alors, la première chose sur laquelle je voulais faire un point, c'est finalement quel est l'intérêt pour des PME d'investir dans la QVT. Alors, j'ai mis de côté tous les sujets, bien sûr, de valeur, de raison d'être, mais si on va voir des chiffres, en fait, il y a des études aujourd'hui sur les PME qui montrent que l'impact des actions QVT est presque plus fort que dans les grands groupes parce qu'avec une chaîne de commandement qui est plus courte et une cohérence qui est plus forte. Et donc, une des études récentes qui a été faite spécifiquement sur les PME et les TPE montre que 86% des entreprises ont constaté des gains de productivité après avoir mis en place des outils pour la QVT. Et moi, ma préférée, puisque je dirige une TPE, c'est que 74% d'entre elles ont constaté, en améliorant l'équilibre vie pro, vie perso, ça a amélioré les ventes. Alors ça, c'est juste pour moi le kiff de la dirigeante. Et donc, pour moi, ça milite bien. Et ce n'est pas juste, je pense, un mantra. Quand on est mieux dans sa tête et mieux dans sa vie, eh bien, ça peut permettre aussi d'être plus sur les routes, plus chez les clients et donc de faire plus de ventes. C'était important pour moi de dire ça pour qu'on ait bien tous en tête que l'intérêt, il est à la fois humain, moi je le considère par moments moral, hein, mais il est aussi financier. Et quand on a toute la chaîne, c'est génial pour l'impact des actions. Qu'est-ce que fait Lily Facilite la vie dans ce manifeste et pourquoi on a créé ça? Lily, notre raison d'être, c'est d'améliorer la QVT par un accompagnement éthique, respectueux et bienveillant de la vie personnelle de tous les salariés. Et donc, on a créé une plateforme avec 4 univers, la famille, le domicile, les aînés et le bien-être, et sur lequel les salariés vont pouvoir être accompagnés dans les moments où ça dérape et dans les moments où la vie privée devient un peu plus compliquée. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être. Mais on n'est pas là pour parler de Lily, mais c'était juste pour que vous ayez en tête le qu'est-ce qu'on fait là. On a travaillé avec ces PME main dans la main sur ce manifeste parce qu'on voulait comprendre ce que concilier veut dire pour chacun et comment on concilie mieux. Donc, c'est 3 mois de travail via questionnaire, interview, analyse de résultats qu'on a fait avec des expertes et un expert, puisqu'il y avait plutôt une dominante féminine qualifiée. Et l'objectif pour nous était de mettre en avant des propositions concrètes d'action, ce qu'on a réussi. Alors, ce slide-là, vous voyez, on va le laisser juste 4 ou 5 secondes à l'écran, mais c'est l'idée de dire, regardez comment c'est dans notre tête aujourd'hui. Et globalement, dans la tête d'à peu près tout le monde, c'est toutes ces choses qui envahissent et qui créent la charge mentale. Et on voit que beaucoup de choses tournent autour du travail. Et donc, quand moi, je regarde ce slide, et je remercie l'équipe Lily qui l'a réalisé, je me dis, OK, là, je vois bien comment on peut avoir parfois un petit souci et des choses qui sont génératrices de stress. Alors, qu'est-ce qu'on retient de notre manifeste et qu'est-ce qu'on a, alors je ne dirais pas découvert, mais moi, il y a des points. Le premier point, puisque nous, Lily, on travaille beaucoup sur la conciliation vie privée, vie pro. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que le travail envahit bien plus le quotidien à la maison, puisque la maison envahit le quotidien au travail. Plus de 83% de nos répondants nous disent « j'ai le travail dans la tête, voire je l'ai dans mon salon, et voire avec les nouveaux outils et la nouvelle technologie,
eh bien, j'ai du travail un peu tout le temps et à la fois, je peux être connectée partout et en même temps, je suis connectée partout et donc, ça m'envahit la tête. Alors que le perso envahit la tête quand il dérape. C'est-à-dire que le perso envahit la tête quand j'ai un sujet un peu particulier, un ennui particulier. Et là, je vais être obligée, par exemple, de passer des coups de fil du boulot à des administrations sur des horaires de travail. Mais vous voyez déjà, c'est plus le travail qui envahit le perso et le perso va envahir le travail quand il dérape. La deuxième chose, c'est que finalement, pour plus d'un répondant sur deux, concilier, c'est une épreuve. C'est-à-dire ce sentiment de ne jamais être au bon endroit, de toujours prendre du temps qu'on imagine dû à d'autres. Je veux dire, si je travaille à la maison, je ne m'occupe pas de mes enfants. Si je prends rendez-vous chez le médecin au bureau, je ne suis pas en train de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué dans la tête. Et tous nos répondants, on a eu des verbatim. Le slide d'avant, ce ne sont que des verbatim qui sont issus du manifeste. Donc, on n'a vraiment pas eu à en inventer. On a plutôt même eu à trier. Et donc, cette conciliation qui est une épreuve, c'est un problème parce que c'est de là que naît le stress. C'est-à-dire à partir du moment où je n'arrive plus à avoir l'équilibre, à partir du moment où un morceau envahit tout le reste, c'est là où naît le stress. Et le stress, c'est là où vont naître les coûts sociaux et les coûts humains dans l'entreprise, voire la baisse de productivité, voire l'augmentation du taux d'accident dans des usines parce qu'on est préoccupé par autre chose. Parce que finalement, l'attention, c'est une ressource qui n'est pas infinie. Et donc, quand j'ai mangé mon attention avec les mails que je n'ai pas encore traités, quand j'ai mangé mon attention avec le processus Parcoursup qui me prend la tête au mois de janvier pour mon fils qui est en terminale, cette attention-là, ce n'est pas extensible et elle est mobilisée. Et en fait, la difficulté, c'est que les outils du 21e siècle sont générateurs de prendre de l'attention à tout le monde en même temps, tout le temps. Je sais que j'ai un mail qui traîne, je sais que je peux téléphoner de la plage là où je vais aller prendre un apéro et on a l'impression que c'est bien parce qu'on peut tout faire et en même temps, ça veut dire que mon client, il prend l'apéro avec moi ou pas loin et ça, c'est quelque chose qui envahit. Et donc, on arrive au quatrième point qu'on retient qui est que pour nous, clairement, aujourd'hui chez Lily, concilier, c'est l'affaire de tous. Et c'est vraiment quelque chose qui doit apporter du confort et qui doit apporter aussi une meilleure gestion sociale dans l'entreprise et une réduction des coûts liés au stress, qui sont des coûts très élevés. Les études chiffrent, vous avez Libet, entre autres, qui dit que le stress et le mal-être, c'est plus de 10 000 € par personne quand quelqu'un est vraiment pas bien sur une année. Donc, c'est quand même des coûts sociaux directs et indirects qui ne sont pas neutres. Et pour nous, ça plaide pour dire que c'est vraiment l'affaire de tous. Alors, c'est d'autant plus l'affaire de tous, et là, je prends ma casquette un peu plus féministe, et je sais que Sophie n'aurait pas été contente si je n'avais pas mis ce slide, c'est que notre enquête montre bien que les femmes sont plus concernées par le sujet de la conciliation. On attend plus des femmes de s'occuper du perso, et on attend des femmes que quand elles sont au travail, le perso n'existe pas. Et je crois que l'Institut, entre autres, de Jérôme a fait beaucoup de bien sur tout ça et sur les sujets de parentalité parce qu'on progresse. Mais en même temps, autant c'est OK que le travail vienne à la maison, autant la vie perso qui vient au travail, ce n'est pas encore OK partout. Alors que finalement, nous sommes tous des êtres humains à part entière et que se dissocier est ça qui va générer du déséquilibre. Et les femmes sont encore aujourd'hui les plus concernées par le sujet de la conciliation et donc derrière les plus tiraillées et donc derrière les plus fatiguées. Et donc tout ce qui va être action autour de comment on vous aide à avoir un meilleur équilibre sera des actions qui concernent tout le monde, mais aussi plus particulièrement les femmes. Et donc, ça sera un service à rendre à la gestion du stress. Alors, à partir de ça, nous avons imaginé avec nos expertes que vous voyez là sur notre slide, 4 actions prioritaires. Une première action qui est se mettre d'accord sur l'usage des outils de travail digitaux dans l'entreprise et se mettre d'accord. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup plus ça en co-construction, en coopération, en test and learn et non pas en il ne faut pas faire de réunion après 17 heures, sauf exception, qui est parfois une espèce d'incantation appliquée nulle part mais écrit quelque part, ou ce qui, alors moi, me fait le plus marrer, tous ces mails avec des disclaimers en dessous où on dit je vous ai envoyé un mail, mais en dessous, il y a marqué vous n'êtes pas obligé de le lire.
que je trouve que là, on est à un certain, de mon point de vue, niveau d'hypocrisie, je dirais ça comme ça, qui me fait marrer, mais pas tous les jours. La deuxième chose, c'est que nous pensons, et nous voulons, nous, aujourd'hui, chez Lily, on le propose maintenant à nos clients, ouvrir la parole dans l'entreprise pour que le sujet soit sur la table. C'est-à-dire, c'est pas la peine, vous savez, c'est l'expression, il y a un éléphant dans la pièce. Une femme qui rentre de congé maternité est forcément préoccupée par son équilibre de vie. Ne pas en parler ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quelqu'un qui apprend la maladie d'un parent, il va être préoccupé. Ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, autoriser les gens à pouvoir parler pour les aider à trouver un équilibre, nous, on est convaincus que ça sera un facteur de bien-être au travail, donc de qualité de vie au travail et donc de réduction du stress. Le troisième élément, c'est que concilier, c'est une notion qui est très personnelle. Vous avez des gens pour qui concilier, ça peut être travailler 6 jours sur 7, mais pouvoir prendre absolument 4 semaines de vacances l'été. Vous avez des gens pour qui concilier, c'est dîner avec leurs enfants le soir. Et ça, l'entreprise doit pouvoir accepter de se dire que la notion de conciliation, elle est individuelle, qu'elle va évoluer aussi dans les étapes de vie. Et que donc, quand on parle de qualité de vie au travail, on doit aussi avoir une politique qui suit ces évolutions et qui s'adapte et qui sait prendre en compte aussi les moments où la vie perso dérape. On peut plus se dire que la vie perso est à l'extérieur de l'entreprise. Quand elle dérape, c'est humainement une difficulté et c'est professionnellement, il y a forcément un impact. Et l'ignorer, c'est juste repousser le problème jusqu'au moment où on voit aujourd'hui, avec l'explosion des burn-out, des crises en entreprise, que ça devient vraiment un problème. Et puis, notre quatrième proposition, elle est fortement en partenariat avec la CPME, c'est de dire il y a des actions publiques à imaginer pour vous, entrepreneurs, pour vous aider justement à penser des politiques de conciliation qui soient pragmatiques et adaptées. Et donc, nous allons travailler avec Sophie et avec d'autres entrepreneurs, et là, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour se dire quelles sont les 5 actions publiques majeures qui vont permettre aux entreprises, en fait, de bien vivre et de bien mener leur politique de qualité de vie au travail. Voilà, Sophie, ce que je pouvais dire sur notre manifeste. Très bien, merci, merci Magali. Juste peut-être d'abord vous préciser à vous, chers spectateurs, que évidemment vous pouvez poser des questions et rajouter si vous avez des choses à dire, on essaiera de les relayer le mieux possible, hein, évidemment. Magali, peut-être sur ce que tu viens de nous présenter, revenir juste sur ton 3e point. Sur la personnalisation, il y a raison, hein, en spécifiant que chacun a un parcours de vie et qu'il n'est pas le même en début de carrière, qu'en milieu de carrière, qu'en fin de carrière, etc. Moi, je voudrais parler aussi de la personnalisation et de faire bien attention à la personnalisation des entreprises. Voilà, ça, tu sais que c'est quelque chose qui m'est cher parce que je crois qu'on ne peut pas aborder ces questions de la même façon dans une TPE, dans une PME que dans un grand groupe. Pourquoi? C'est simple, c'est que les TPE, PME n'ont pas les mêmes moyens. Dans les grands groupes, on a souvent des DRH, des services consacrés à ces questions et c'est tant mieux. Sauf que vous savez comme moi que dans les TPE, PME, c'est pas le cas. Bon, voilà. Et puis il y a un autre facteur, c'est qu'il y a des TPE dans le service ou des PME dans l'industrie ou des commerçants. C'est pas non plus la même façon d'aborder les choses en fonction du secteur d'activité. Donc, je crois, et je ne sais pas ce que vous en pensez, à la fois Jérôme et à la fois Magali, je crois que ces questions doivent être abordées vraiment en faisant attention à ne pas établir des règles imposées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quels que soient leurs moyens. Voilà. Non, mais je partage complètement ton point. Tu as raison. D'ailleurs, on avait eu cet échange-là, donc j'ai un peu zappé cette partie-là. Merci. C'est là qu'on voit qu'on est bien complémentaires. Et moi, je me dis même que dans les actions publiques qu'on pourrait faire émerger, il peut y avoir cette idée aussi d'avoir des politiques qui sont adaptées à la taille de l'entreprise, quand même. Et de ne pas avoir la même obligation dans toutes les tailles d'entreprise. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur ce sujet, peut-être, Jérôme, vous voulez intervenir, je ne sais pas, avant de commencer votre intervention. Dites-moi. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Jérôme. Le micro est coupé. Oh non. Morgane. Voilà. Non, c'est bon. J'avais coupé mon micro pour
Des raisons de bande passante, mais je suis de nouveau avec vous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc oui, donc pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, en effet, il y a une telle gamme d'actions concrètes que les employeurs peuvent mettre en œuvre, qu'ils soient grands ou petits ou très petits, voilà, que en effet, l'idée c'est que ce plan d'action soit vraiment sur mesure pour l'entreprise et qu'elle tienne compte de ses contraintes d'organisation, de sa sociologie, de la moyenne d'âge de ses collaboratrices, de ses collaborateurs soit, j'ai bien aimé le mot co-construction employé par Magali tout à l'heure, mais idéalement co-construit avec les équipes, hein, au fond, par rapport aux attentes aussi et aux besoins réels. Hein. C'est sûr que de financer des berceaux dans des crèches, par exemple, pour une population qui serait de quarantenaires et de cinquantenaires en immense majorité, ça aurait moins de sens que si on a des jeunes collaboratrices et des jeunes collaborateurs. Voilà, si les temps de transport domicile-travail sont très importants, c'est sûr que les facilités de télétravail seront plus appréciées peut-être que dans d'autres circonstances. Donc oui, c'est très important de ne pas être sur des choses monolithiques, d'où le fait, pour mon observatoire, qui, je le dirais tout à l'heure, a changé de nom, s'appelle aujourd'hui l'Observatoire de la qualité de vie au travail, mais d'être vraiment en partage de bonnes pratiques, en fait, et en animation beaucoup de groupes de travail, d'entreprises pour faire émerger des bonnes pratiques, imaginer aussi des innovations, mais voilà, être plus sur des exemples, des choses qu'on peut faire que du normatif, en fait. Très bien, Voilà. parfait. Autre chose, Magali, pour terminer sur ce manifeste, peut-être? Écoute, non, je crois qu'à ce stade-là, je vais écouter Jérôme avec attention. Ça va sûrement me donner des nouvelles idées. Merci. Ouais, super, merci Magali. On vous écoute, Jérôme. Alors, je vais partager mon écran, en effet. Hop là. Ouais, il se passe quelque chose qui ne s'était pas passé, c'est pas grave. Le voilà. Hop. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui vont reprendre ce que Magali a déjà dit, hein, voilà, mais c'est normal sur ces sujets, sans doute avec un ton peut-être un peu différent, voilà, et quelques éléments, mais beaucoup de choses ont été dites par Magali. Premier point, effectivement, pourquoi est-ce essentiel cette question de l'équilibre des temps de vie pour la performance économique? C'est très important de démarrer par là. D'une part, juste constater que l'organisation du travail a été bouleversée ces dernières années avec effectivement la montée du digital, énormément de nouveaux outils, une culture qui est beaucoup plus horizontale aujourd'hui, une culture de la coopération, beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins verticale, du coup un management qui devient plus un management facilitateur, mentor, des nouvelles générations qui sont arrivées, avec des nouvelles aspirations, des nouvelles attentes, qui sont là où moi j'ai démarré beaucoup sur ces sujets avec le lancement de la charte de la parentalité en 2008. Hein. On parlait beaucoup de présentéisme. Aujourd'hui, on a quand même des nouvelles générations qui ont un peu bousculé les choses et c'est quand même, voilà, on sent que ça bouge, qu'il y a des attentes, qu'il y a une forme de remise en question du modèle. Du nomadisme de plus en plus, etc., avec le télétravail, bien évidemment, et tout ça a été accéléré par la crise du Covid, hein, qui finalement a amené les collectifs à devoir se réinventer autour, justement, beaucoup de cette question du télétravail ou de la souplesse, de la flexibilité, a amené le management aussi à devoir tenir compte davantage de la situation de chacune et de chacun. Avec des personnes ayant des enfants petits à la maison, sans possibilité de les faire garder, etc. Donc, obligation de tenir compte des situations des uns et des autres, des unes et des autres, et du coup de mettre en place un management peut-être plus empathique. Ou alors, dans des cas, parce que malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc aussi beaucoup de tensions aussi dans des équipes et beaucoup de difficultés aussi à maintenir du collectif, à maintenir de l'engagement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que la crise qu'on vit et le confinement qu'on vient de vivre ont amené encore plus à se pencher sur ces sujets-là. Alors,
Je me suis pas présenté plus que ça, mais effectivement, j'ai fondé en 2008 l'Observatoire de la parentalité en entreprise, qui a changé de nom après ces 5 ans pour intégrer la question de l'équilibre des temps de vie. Et à l'occasion des 10 ans l'an dernier, nous avons décidé de nous appeler l'Observatoire de la qualité de vie au travail, car nous estimons qu'effectivement, tous ces sujets de parentalité, de conciliation vie pro, vie perso, de nouveaux types de management, nouveaux styles de management, d'organisation du travail, quand on parle de télétravail et autres, sont vraiment encapsulés dans cette grande question de la qualité de vie au travail. Nous avons un réseau de 30 000 employeurs en France, dont une moitié de PME et de TPE. Nous avons animé pendant des années, on le continue encore, un tour de France autour des sujets de qualité de vie au travail qui nous ont même amenés à Toulouse. Donc beaucoup de patrons de PME et de TPE ont pu nous rejoindre et nous manifester voilà, leur intérêt pour tous nos travaux. Et puis à côté de ça, vous l'avez vu passer, je suis également animateur d'une équipe de consultants et de coachs qui s'appelle 1762 et qui voilà, intervient également en dur dans les entreprises pour les accompagner dans ces transformations. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir à la fois un rôle d'observateur avec l'observatoire et un rôle d'acteur au quotidien des entreprises pour se rendre compte aussi des difficultés concrètes et de ce qui va bien, ce qui va moins bien. Voilà, les deux se nourrissent très bien. Alors, pour avancer dans la présentation, je vous disais qu'effectivement, bouleversement de l'organisation du travail, nouvelle génération, révolution digitale, etc. Et au fond, tout se passe comme si on redécouvrait face à ces difficultés que l'être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement. Un salarié n'est pas juste un salarié, mais également un être humain, un père, une mère, voilà, un sportif, une danseuse, etc. Enfin bref, tout ce qui fait la pluralité de nos engagements. Alors pour le synthétiser, voilà, on peut parler de la sphère corporelle notamment, qui est très fondamentale, hein, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la sphère affective avec les amis, la famille, la vie sentimentale, la sphère professionnelle. On va trouver effectivement les relations au travail, l'intérêt du travail, la reconnaissance, la charge de travail, la sphère éthique qu'on aurait pu appeler sphère philosophique ou spirituelle, où vont se loger tous les sujets autour des valeurs, des questions existentielles, du sens qu'on donne aux choses. Et puis la sphère culturelle, sphère artistique, sphère associative, où on va avoir effectivement des choses autour des loisirs, autour des découvertes, des activités culturelles. Pour donner un exemple de sphère. Et donc, vraiment, pour nous, et c'est vraiment cette vision holistique qu'on a envie de porter, d'une qualité de vie au travail qui se joue finalement au travail, mais hors du travail aussi. Le bien-être de la personne ne se situe pas que dans le haut travail. Donc, avec cette idée d'épanouissement pluriel. Et alors, moi, j'ai des petites caméras, mais derrière apparaît le lien avec la performance économique, finalement, de tous ces sujets. La créativité, d'abord. Effectivement, si quelqu'un a une vie personnelle riche, on peut imaginer qu'il va peut-être être plus créatif, que ce n'est pas en passant 24 heures à son poste de travail qu'on a l'idée géniale ou qu'on résout le problème que l'on a, mais c'est parfois en faisant du sport le samedi matin ou en sortant du cinéma que l'idée géniale qu'on cherchait germe. Donc, plus on aura un écosystème personnel riche, plus on va être créatif et c'est un levier de performance aujourd'hui pour les entreprises. La qualité de la relation client également. On demande aujourd'hui aux personnes en contact avec le client d'être à l'écoute, empathique vis-à-vis du client. Et on peut avoir des gens qui sont stressés, fatigués et qui finalement débitent un argumentaire de façon un peu robotisée sans écouter vraiment leurs clients. En revanche, ou à l'inverse, quelqu'un qui va être bien dans sa vie globalement, avec là aussi une vie personnelle riche, va peut-être être plus reposé, plus à l'écoute de la personne, plus en capacité de le questionner aussi sur d'autres dimensions que la dimension purement professionnelle et de créer une relation plus riche donc avec le client. Et là, on le sait, les aspects de performance économique et de performance commerciale sont très liés. L'efficacité collective, on cherche aussi à développer l'intelligence collective dans les organisations aujourd'hui, à faire que les gens travaillent davantage ensemble, en transversal, moins en silo. Et on voit pourtant beaucoup de réunions commencer dans un climat très tendu, où les gens sont là aussi stressés, un peu agressifs les uns avec les autres, sans capacité d'écoute. Quelqu'un qui va être plus reposé, voilà, mieux dans ses baskets, va pouvoir peut-être voilà, coopérer plus
de façon plus harmonieuse avec ses collègues et on voit des réunions démarrer en parlant de sujets plus personnels qui vont mettre en place une bonne ambiance dans la réunion et permettre d'être plus efficace derrière. Sans parler d'attractivité, bien évidemment, tous ces sujets de qualité de vie au travail sont extrêmement regardés aujourd'hui, en particulier par les jeunes générations, et des sujets d'engagement parce que voilà, on va pouvoir se donner le meilleur de nous-mêmes quand on est vraiment dans le travail. Donc tout ça, vous l'avez sur le titre de cette page, on l'intitule « Manager par les équilibres » au fond, et ça nous semble la nouvelle frontière du management aujourd'hui. Alors, que peut faire un chef d'entreprise? Tout d'abord, vraiment changer de paradigme et si ce n'est déjà fait, parce que les choses changent, hein, mais vraiment passer d'une logique du commandement, du contrôle à une logique de la confiance et de l'autonomie. Donc, ça se joue beaucoup dans les représentations mentales aussi des dirigeants, des patrons, des managers, de pouvoir considérer que finalement, même si la personne n'est pas sous leur contrôle visuel, même si voilà, il n'y a pas un reporting toujours précis, on a des personnes à qui on peut faire confiance, qui ont envie de prendre des responsabilités, d'être autonomes, etc. Alors, voilà, là encore, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais l'idée, c'est de passer d'un mode quand même très hiérarchique, très directif, à un mode beaucoup plus participatif, où on fait confiance aux personnes et au fond, on génère aussi une forme de responsabilisation, de réciprocité, plus que dans une culture de commandement et de contrôle où, au fond, on a des gens qui ensuite ne prennent aucune initiative, sont vraiment des bons petits soldats, mais voilà, qui sont qui ne vont pas apporter un supplément d'âme dans leur travail. Donc ça, c'est vraiment un point important qui est plus de l'ordre, encore une fois, de la culture, des représentations mentales, du comportement, parce que beaucoup de choses se jouent même dans un simple bonjour, dans un simple merci. Hein. On a parlé beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai que savoir dire merci de façon sincère, c'est très, enfin, on le redécouvre au fond, et que voilà, l'idée c'est de pouvoir incarner ça dans son comportement, au-delà des mots, au-delà du théorique. C'est pas si évident, mais ça demande un travail sur soi qui est important en tout cas pour rentrer dans cette nouvelle ère du management. Je voulais dire 2 mots sur une charte que nous avons lancée avec le ministère des Droits des Femmes il y a quelques années, avant même l'apparition du droit à la déconnexion, qui a été signée par 200 comités de direction ou COMEX dans des entreprises pour donner l'exemple et insuffler vraiment des nouveaux comportements managériaux en leur sein. Donc 15 engagements, je vais m'arrêter sur 4 rapidement. Hein. Prendre en compte les particularités de chacun tout en veillant à la cohésion du groupe. C'est ce que j'évoquais en parlant notamment du confinement et de l'obligation pour les managers, peut-être encore plus qu'avant, de tenir compte des contraintes des uns et des autres, tout en maintenant le collectif. D'anticiper les délais réalistes pour les différents projets en définissant clairement les priorités, plutôt que de faire s'enchaîner les projets à vitesse accélérée. La fameuse question des réunions. Voilà, alors c'est vrai que c'est bien de le dire, il faut le respecter, mais c'est quand même mieux si les dirigeants s'engagent et sont exemplaires sur ces sujets-là. Et on a vu des entreprises où on avait pu être convoqué. Alors, les horaires sont d'ailleurs personnalisables là aussi en fonction des employeurs, parce que certains vont mettre 9 heures au lieu de 8 heures, etc., ou 19 heures au lieu de 18 heures. Ça, c'est une question qu'on a à chaque fois qu'on fait signer ce type d'engagement. Mais en tout cas, des gens convoqués avant 8 heures, par exemple, dans le cas d'école là, pouvaient répondre « c'est pas charte ». Et petit à petit, je dirais que ça a aidé à faire progresser les comportements dans l'entreprise. Limiter les envois de mails hors des horaires de bureau, pendant le week-end, etc. Donc, utiliser des fonctions d'envoi différé en particulier. Voilà. Mais donc, vraiment des engagements très concrets. Quand les dirigeants s'engagent là-dessus, ça fait plus force de loi vis-à-vis de l'ensemble du corps managérial. Pour donner rapidement et conclure dans 2 minutes mon intervention, vous redonner un peu une photographie des principales actions qu'on peut mettre en œuvre sur ces sujets. Les comportements managériaux, on vient de parler, l'organisation du travail, je l'ai évoqué en parlant du télétravail, une flexibilité des horaires, des modes d'organisation est très demandée aujourd'hui par les collaboratrices et les collaborateurs.
Dans nos enquêtes, on voit depuis des années que les PME, les TPE sont beaucoup plus avancés que les grands groupes sur les sujets de télétravail, sur les sujets également de dialogue entre managers et collaborateurs, parce que effectivement les collectifs le permettent peut-être un peu plus. Il y a peut-être aussi un cadre d'accords d'entreprise et autres moins contraignants, des plus petits collectifs où les gens se côtoient, se connaissent plus facilement. La question du management de soi, qui est fondamentale aussi, et qui pour moi est un des nouveaux sujets. Vraiment comment aussi aider les personnes à se réapproprier leur vie, à être actrices de leur vie, à manager leur propre écosystème. J'y viendrai dans quelques secondes. Les services qui facilitent le quotidien. Alors c'est vrai que pour des plus petites structures, c'est peut-être parfois budgétairement plus difficile de financer des berceaux en crèche et autres, mais il existe des offres inter-entreprises qui sont aussi designées pour les PME avec un modèle économique adapté. Et donc, en termes de conciergerie, de crèche et autres, on peut aussi mettre en place des choses. On voit des choses se développer aussi sur l'aide aux aidants familiaux, bien sûr, et puis sur tout ce qui est scolarité, aide à la scolarité, avec des systèmes d'accompagnement scolaire pour les enfants des salariés, avec des plateformes même digitales et des coûts tout à fait modérés. Voilà. Et puis enfin, tout ce qui est environnement de travail, alors aujourd'hui qui est un peu chahuté, mais effectivement, dans la qualité de vie au travail, bien évidemment, tout ce qui est espace de travail est fondamental. Pour terminer avec deux pages. La première donc, concerne quelque chose qui m'est cher, qui est cette notion de manager bio, en faisant le parallèle entre l'agriculture biologique et le management bio, finalement. C'est vraiment, alors là, pour vraiment les animateurs d'équipe, hein, s'assurer qu'on ne fait pas porter l'effort toujours sur les mêmes, donc laisser, comme l'agriculteur bio laisse des terrains en jachère, laisser souffler un collaborateur qui a beaucoup contribué. Pas utiliser d'engrais chimiques, bien là aussi, c'est un peu s'assurer que la performance de son équipe n'est pas artificielle et pas survitaminée avec 20 cafés par jour, même si c'est un peu plus compliqué à observer. Respecter le biorhythme des uns et des autres, mettre aussi en lumière ces collaboratrices et collaborateurs pour les aider à grandir dans l'entreprise. Voilà, avec cette logique aussi de performance durable qui est très importante pour moi. Et puis enfin, j'avais envie de dire aussi à tous les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui qu'il est fondamental aussi de prendre soin de soi, car la qualité de vie commence par soi-même, hein, et avant de manager les autres, c'est vrai que se manager soi-même est fondamental, d'où cette thématique du management de soi qui m'est chère. Donc, prendre soin de soi, prendre un rendez-vous régulier avec soi-même pour faire le point sur son équilibre de vie. Et pourquoi pas se construire un tableau de bord, c'est le visuel là, un tableau de bord personnel. Alors, sans avoir l'ambition de tout réussir partout, hein, faut veiller à ça, ce que j'appelle la tyrannie du bonheur à 360 degrés, parce que c'est pas possible. On peut pas être un Superman, une Superwoman sur toutes les dimensions de sa vie. Il y a une notion de dynamisme, hein. Cet équilibre, il se construit jour après jour, il se reconstruit. C'est un équilibre dynamique comme la marche, hein. Il nécessite d'ailleurs aussi parfois de se mettre en déséquilibre pour explorer des nouveaux champs. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir quand même conscientiser ses choix de vie, pouvoir prendre du recul, de ne pas subir son existence. Et c'est vrai que de pouvoir s'interroger sur ces différentes sphères, comme vous l'avez là, sur des choses comme les amis, son sommeil, est-ce que je fais de l'exercice physique, est-ce que je donne du sens aux choses, où sont mes relations au travail, mes hobbies, etc. Voir s'il y a des sujets sur lesquels on a des vrais manques, des vrais besoins d'évolution, s'interroger du coup un peu sur le fil rouge aussi, sur son projet de vie globalement. Ça me semble fondamental et ça me semble fondamental pour les dirigeants également, de pouvoir faire ce type d'exercice et avoir ce type de préoccupation, de vigilance, parce que l'énergie du dirigeant, eh bien, elle va ensuite se transmettre auprès de ses équipes, dans son organisation. Et on sait que parfois les patrons eux-mêmes s'oublient un peu et peuvent être en situation de détresse aussi, de souffrance et de fatigue. Et c'est important de dire que l'équilibre des temps de vie commence aussi par les patrons. Voilà, j'en ai terminé. Merci Jérôme. Moi, j'ai une petite question à vous poser à tous les deux, à voir votre avis.
quand on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes et femmes, sur ces questions, il y a un certain nombre de freins qui viennent spontanément s'opposer quand on parle de ces questions. Donc, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment à tous les deux. On parle, par exemple, beaucoup de chefs d'entreprise considèrent que si on commence à demander, ou en tout cas on commence à parler de conciliation entre vie pro, vie perso, c'est qu'on n'est pas motivé, c'est qu'on veut moins travailler, que finalement on est encore chez certains et certaines dans une logique de la quantité des heures passées au bureau, alors qu'on sait très bien, mais c'est votre avis qui m'intéresse, que c'est pas la quantité mais la qualité évidemment du travail qui compte. Ça, c'est un des premiers freins. Et puis le deuxième frein, c'est que souvent on m'oppose en disant mais finalement ça c'est un problème de femme. J'y reviens. C'est effectivement beaucoup les femmes qui demandent, notamment sur les questions du télétravail, etc. Et que donc on a l'impression qu'on ne prend pas conscience que c'est finalement une question universelle, hein, le bien-être au travail et le bien-être à la maison. Et ensuite, pour terminer, je voudrais, Jérôme, aussi que vous nous parliez un petit peu plus peut-être de parentalité, de ce qui se prépare avec cette future loi, hein, apparemment, qui peut changer les choses, et notamment dans les TPE-PME. Voilà, votre avis à tous les deux sur ces freins que l'on rencontre. Alors, sur la motivation, ça revient encore à évaluer la motivation de quelqu'un aux heures passées au travail et au fait qu'il parle que du travail. Ce qui a été un système de management, en tout cas français, pendant longtemps. On sait que dans les pays anglo-saxons, moi j'ai des amis qui bossent dans des boîtes anglo-saxonnes où quand ils finissent tous les soirs à 18h30, on leur propose un coaching sur la gestion du temps. Donc je trouve que ce n'est pas inintéressant à entendre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, alors on dit toujours que c'est les millennials qui sont en train de changer. Moi, mon expérience des grands groupes où je travaillais encore il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est une vision un peu restrictive. Les millennials assument et donc ont des demandes que peut-être les cadras et quinquas n'avaient pas. Sauf que quand vous avez un millennial qui arrive dans une équipe et qu'il explique que jeudi il a piscine, il le dit une fois, il le dit deux fois, et les quadragénaires derrière, ils comprennent qu'eux aussi, ils pourraient avoir piscine. Donc, il ne faut pas imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que les millennials ils assument ça et ils vont avoir un effet de contamination, de contagion sur l'entreprise. Et donc, ça doit emmener aujourd'hui les entrepreneurs à se poser la question du management sur l'objectif et l'atteinte de l'objectif. Et là, je rejoins complètement tout ce qu'a dit Jérôme sur la confiance, c'est de dire à un moment donné, et le télétravail, et moi je le dis en positif, va être une merveilleuse opportunité de ça, c'est-à-dire le télétravail ne peut pas être je vérifie par quart de demi-journée ce que tu as fait, il doit être je te donne à la fois du confort de vie et je te donne aussi de la confiance parce que tu vas produire ce dont j'ai besoin moi, chef d'entreprise. Et donc je pense qu'il y a une évolution fondamentale et le seul risque que prennent les chefs d'entreprise, c'est d'essayer, et puis ils verront, de passer de ce management au temps de présence au management par résultat et par atteinte d'objectifs. Et tu vois, Sophie, et là, moi, je parie que tout à coup, on va réaliser, mais c'est un propos un petit peu provocateur, que les femmes sont bien meilleures là-dedans. C'est-à-dire, voilà ce que je veux, voilà pourquoi je le veux, vous vous débrouillez comme vous voulez du moment que c'est livré. Je crains j'espère, et je suis même à peu près sûre qu'on va avoir des surprises, parce que nous, on peut faire que comme ça, puisque le poids sociétal qu'on a sur nos responsabilités familiales font qu'il y a bien longtemps qu'on a appris à utiliser notre temps dans l'entreprise au mieux pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, ma réponse, ça serait de dire, chef d'entreprise, essayez de passer d'une évaluation par le temps de présence à une évaluation par les résultats, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que 6 mois, et je parie que vous allez avoir des bonnes surprises. Et c'est moins de fatigue managériale où les gens sont. Jérôme ? Je ne sais pas, Jérôme, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Moi, je pensais spontanément au management par les objectifs aussi, puisqu'en fait, au-delà du temps de présence, ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Donc, l'idée, c'est de contractualiser avec
sa collaboratrice, son collaborateur sur ses objectifs. Et après tout, je dirais, s'il le fait en 1 heure ou s'il le fait en 8 heures, voilà. Après, certains métiers, en plus, sont des métiers de matière grise où, encore une fois, le cerveau ne s'arrête pas de fonctionner à 19 heures en franchissant les portes de l'entreprise. Donc, ce que j'évoquais, parfois, en ayant des activités personnelles, on va avoir des très bonnes idées qui vont rejaillir sur le travail. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, management par les objectifs, c'est vrai que je pensais spontanément. Après, dans les freins, bien évidemment, je pense que la période actuelle va être difficile. Oui. Moi, j'ai démarré en 2008, il y a eu la crise de 2009 juste après. Et c'est vrai que les premières années, on a appris un peu, on a ramé pour amener les entreprises à s'intéresser à la parentalité et à la QVT. Là, c'est sûr qu'il faut en tenir compte aussi, bien évidemment. Et l'idée, c'est plus de se dire que tous ces sujets vont être des leviers pour rebondir plus, pour repartir plus, hein, d'où cette importance du lien avec la performance. Je pense à des notions d'engagement, je pense à des notions d'énergie, tout simplement, parce qu'on est dans une société où les gens sont souvent fatigués, ont des vies compliquées, où le temps se fait rare, où il y a une forme d'accélération du temps, où on a envie de vivre 1000 vies en une seule, où on est, Magali l'a bien expliqué, sur un marché de l'attention qui est difficile, hein, où les gens sont tiraillés à U et à dia. Donc, cette question de l'énergie, elle est clé et je pense que c'est là où le patron, le manager peut avoir un rôle de veiller à ce que les gens ne s'épuisent pas au travail et puis peut-être à faire même des groupes d'échange là-dessus sur comment au sein de l'équipe, de toute manière, ça c'est un fondamental, hein, de faire des séquences de régulation, mais au sein d'une équipe par rapport à l'utilisation des outils digitaux, par rapport aux priorités, à la gestion des urgences, etc., en discuter ensemble pour se mettre d'accord sur des règles du jeu, mais pourquoi pas aussi échanger sur ces rituels d'énergie positive, ces rituels pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, avoir des sensibilisations là-dessus aussi avec des experts extérieurs. Moi, je suis passé vite, j'aurais pu vous en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, cette question de l'énergie, elle est vraiment clé. Voilà, elle est fondamentale. Et puis, un dernier point, là aussi, pour être dans une forme de lucidité, diffuser aussi un principe de co-responsabilité au sein des équipes, hein, parce que il ne s'agit pas non plus qu'il y ait des abus ou qu'il y ait des situations où on profite un peu du système, mais diffuser vraiment une culture de la co-responsabilité, avoir un discours d'adulte à adulte avec les équipes pour dire moi je suis prêt à faire ceci ou cela, mais en même temps j'attends ça. C'est un peu cette contractualisation que j'évoquais en parlant de management par les objectifs, c'est-à-dire voilà, s'assurer qu'on est tous dans le même embarqué dans le même sens et que voilà, la confiance qu'on donne, eh bien, elle a une forme de réciprocité. Et c'est vrai que ce principe de co-responsabilité est vraiment très important. Il est important aussi pour les individus, hein, dans les collectifs, c'est-à-dire l'entreprise va faire des choses et doit faire le premier pas pour aider les personnes, mais c'est quand même chacune et chacun d'entre nous qui sommes, in fine, responsables de notre vie. Et on ne peut pas non plus se défausser vis-à-vis d'un manager pour dire qu'on est malheureux, quoi. Au fond, voilà. Donc, cette notion de co-responsabilité, elle est vraiment très, très importante aussi à faire passer. C'est vrai. Et un dernier point pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est imaginer, mais confondre le temps de présence avec l'engagement, c'est un leurre. C'est-à-dire que, et pour avoir managé des équipes, moi j'ai vu des gens avoir des grands temps de présence et être très rarement au rendez-vous des objectifs avec toujours des bonnes raisons et que finalement le système entend mieux parce qu'il y a eu beaucoup d'heures passées au bureau. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on revoie. Et tout à l'heure, je donnais l'exemple de la piscine parce qu'il faut aussi accepter l'idée qu'il y a des gens qui vont vouloir passer moins de temps dans l'entreprise, mais qu'ils aient des enfants ou pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément… Parce qu'aujourd'hui, en France, on a un peu une vision vie pro et puis la vie perso prend du temps quand les enfants arrivent. Et je rejoins complètement le point j'aime bien cette idée de rituel d'énergie, de dire qu'à un moment donné, si on veut rester bon, si on veut rester pro, il faut aussi qu'on se ressource, il faut aussi qu'on se réoxygène. Et enfant ou pas enfant, je veux dire, on peut décider de quitter le bureau tôt une fois par semaine et c'est un choix. Enfin voilà, et c'est un choix. Et si le job est fait, eh ben c'est OK. Et ce côté, tant qu'il n'y a pas des enfants, c'est normal qu'on soit jusqu'à plus tard au bureau, n'est pas une bonne façon d'avoir la bonne énergie. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on nous parle de plus en plus des soft skills et donc en fait de tout ce qui va être les capacités comportementales.
Et pour moi, ces capacités comportementales, elles se développent quand on passe un peu de temps sur soi. Et ça, on ne le fait pas en traitant 200 mails par jour, en étant 10 heures par jour en réunion et en finissant les présentations aux clients à 21 heures parce qu'on n'a pas eu le temps avant. C'est pas vrai qu'on finit équilibré et ressourcé. Et c'est pas vrai qu'on est une personne ressource pour l'entreprise et pour les clients quand on est dans cet état-là, en fait. Bien sûr. Juste pour ajouter, je crois que la difficulté aussi pour les entreprises qui, même celles qui sont persuadées du bien fondé, elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus et on peut s'en réjouir, mais je crois qu'il y a des choses très basiques que se posent les chefs d'entreprise qui sont, encore une fois, avec une volonté de bien faire. Il y a des choses pratico-pratiques techniques. Quand on a une PME, qu'on a une équipe de 10, 15, 20 personnes, c'est compliqué de mettre en place l'organisation sous cette toile de fond. Pourquoi? Parce qu'on a des salariés qui interviennent sur des missions transversales. Tout n'est pas sectorisé, tout n'est pas encadré, etc. Donc, il y a une interconnexion dans les postes, etc. Donc, ce qu'il faut quand même comprendre, même si on est là pour expliquer le bien fondé de tout ça, c'est faire très attention aux questions que se posent tous les jours les chefs d'entreprise. Alors, Jérôme, vous le disiez tout à l'heure, en plus dans cette période, qui complexifie les choses. Mais bon, il faut faire, je crois, de la pédagogie et puis surtout, il faut trouver des moyens d'accompagner ces chefs d'entreprise. Et je crois qu'il faut aussi faire en sorte qu'on garde, notamment sur le télétravail, un certain nombre de décisions dans l'entreprise et que ce soit une négociation entreprise par entreprise, qu'on ne fasse pas ça sur comme on fait souvent, mais de façon globalisée, généralisée pour toutes les entreprises ou par branche. Je crois que chaque dirigeant et dirigeante, avec chaque salarié, doit avoir un moment d'échange, que chacun prenne sa part et qu'on essaye de mettre les choses en place à l'intérieur de l'entreprise. Ça me semble capital, en fait. Bien, j'ai une question peut-être avant de finir. On me dit, c'est Laurent qui nous pose cette question, qui nous dit combien ça coûte de mettre en place une politique efficace en termes de conciliation vie privée, vie pro dans une entreprise. Alors c'est un peu large, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Jérôme, ça peut coûter zéro, ça peut coûter zéro quand on travaille sur l'efficacité des réunions ou sur la culture managériale. Au fond, ça peut se gérer en interne. À travers des groupes de discussion, à travers une réflexion de l'équipe dirigeante sur les comportements managériaux qu'elle a envie de voir et de ne plus voir, etc. Donc, ça peut coûter zéro. Après, c'est sûr que mettre en place le télétravail, ça peut nécessiter quelques investissements en termes d'ordinateurs portables, de réseaux, de sécurité informatique, former des managers à un management par les objectifs, un management bienveillant, à sensibiliser avec des coachs extérieurs ses collaboratrices, ses collaborateurs ou financer une conciergerie d'entreprise. Forcément, ça coûte un peu d'argent. Mais je dirais qu'on peut tout faire et tout voir en fonction des possibilités de chaque employeur, en fait. Ça ne doit pas être une raison pour ne pas prendre le départ. En tout cas, on peut faire plein de choses à zéro coût. Très bien. Alors, moi, j'irai même plus loin. Alors, je rejoins tout ce que vient de dire Jérôme. J'irai même plus loin. Combien ça rapporte? C'est-à-dire que les chiffres que j'ai donnés au début, parce que il y a toujours ce côté un peu impalpable qui fait que, vous savez, il y a un peu côté Saint-Thomas, j'y crois si je le vois. Les chiffres sont vraiment unanimes, alors que ce soit les enquêtes européennes, j'ai cherché européennes, américaines, en France, petites entreprises, grosses entreprises, enfin, ça a un effet positif sur les coûts sociaux de l'entreprise, coût de la protection sociale, coût de l'absentéisme, coût de l'engagement, ça a un effet positif. Et après que l'entreprise cherche à l'étager dans le temps, parce que ça prend un peu de temps, mais je pense que peut-être la première chose aujourd'hui, c'est de partir de ça, de se dire en fait, j'y crois et je sais que ça aura un impact positif. Après, je peux choisir entre des actions qui sont des actions à coût zéro, en tout cas à dépense zéro, parce que ça prend forcément du temps, et heureusement, et puis des actions qui vont avoir un coût supplémentaire, mais vraiment avoir cette
conviction que ça rapporte dans le temps à toute entreprise qui le fait de façon vraiment alignée, authentique. Les gens seront moins malades, ils seront moins stressés, ils seront plus fidèles, ils seront plus engagés. Toutes les enquêtes le montrent en fait. Et le post-Covid et le post-confinement montrent aussi que les entreprises, et ça c'est un vrai sujet qui va, moi je pense en tout cas chez Lily on va mettre sur la table, c'est que les entreprises qui ont accueilli leurs collaborateurs sur le mode circuler, il n'y a rien à voir, on a un petit peu de retard, il faut rattraper les 3 mois perdus et on s'y remet. Le taux de désengagement dans cette entreprise, alors moi j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec un psychologue du travail, on était à plus de 60%. C'est juste pas possible de ne pas considérer les personnes les salariés comme des personnes à part entière et donc par exemple de faire un retour post-confinement en disant on va faire un mail en disant super merci et on passe à autre chose. Et donc tout ce qu'on s'est dit là sur ces temps de parole, ça rapporte du temps en santé mentale en fait. Et la santé mentale dans l'entreprise, c'est pas anecdotique. Alors après, si je réponds sur Lily spécifiquement, parce qu'après tout, Lily, c'est une plateforme, donc c'est un site et une appli où vous allez être accompagné pour vos tracas du quotidien, donc pour quand ça dérape, et on va accompagner l'entreprise pour penser une politique de conciliation cohérente. Et donc, on est vraiment en B2B2C et avec l'ensemble de la chaîne, à la fois atelier en entreprise, mise à disposition de la plateforme et dans certains cas, personnalisation. Pour une entreprise de 50 personnes, il faut compter 4 500 € par an. C'est une somme, mais ça ne me semble pas non plus, alors c'est plus facile pour moi de le dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur des montants normalement qui déséquilibrent une entreprise et le gain se constate déjà à court terme sur le moral et sur l'engagement des collaborateurs. Excusez-moi, je me suis un peu, mais voilà, oui, ça a un coût, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit convaincu que ça rapporte et que c'est fondamental. Très bien. Je vous coupe. On va être très frustrés parce que j'ai des excellentes questions qui arrivent. Donc, on va, si vous le permettez, vous l'autorisez tous les deux, Magali et Jérôme, je vous ferai passer ces questions et j'aimerais bien que vous me répondiez par écrit, que je puisse refaire passer les réponses puisqu'il faut malheureusement on va conclure. Il est 14 heures. Je voudrais vous donner, allez, à tous les deux en 2-3 phrases, peut-être une conclusion. Voilà. Allez-y, Magali. Alors, en même temps, je viens de jeter un coup d'œil très rapide aux questions-réponses, donc je vais adapter ma conclusion. En fait, je pense que Jérôme l'a dit, et finalement, c'est aussi dans les préconisations de Lily. La première étape, la première chose à faire, c'est qu'à un moment donné, un dirigeant, un manager discute avec ses équipes et mette le sujet sur la table. Et donc, ouvre la parole et autorise la parole sur ces sujets-là pour qu'on sorte de si je rentre tard, si je sors tard, c'est que je suis important, si je pars tôt, c'est que je suis plutôt un peu un dilettante. Et donc, si j'avais une première étape à préconiser, qui est la troisième proposition de Lily, c'est de dire mettez le sujet sur la table, discutez-en avec vos équipes, discutez-en dans une entreprise. Vous allez avoir sûrement des bonnes surprises sur les réponses qui ne vont pas tout être on va avoir piscine tous les jeudis, mais il va y avoir d'autres propositions. Et c'est sûrement la première chose que je ferai. Et en se disant qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise doit être convaincu que ça va lui rapporter. Ça va lui rapporter. On va arriver dans une période de tension. Alors oui, on est dans une période économique difficile, mais on va arriver dans une période de tension sur des compétences autour du digital, autour de tout ce qui va être les nouveaux soft skills. Il va falloir attirer ces talents-là et on le sait aujourd'hui, ils vont regarder ça pour choisir leur entreprise. Donc, le premier gain à court terme, c'est celui-là, c'est d'attirer les bons talents. Très bien, voilà. Jérôme. Merci Magali. Jérôme, en conclusion. 3 mots. Premier, management, parce que je pense que la première étape, c'est vraiment la transformation des comportements managériaux. Je peux avoir plein de services. Si je continue à recevoir des appels à 23 heures et d'emails urgents le dimanche, ça va me faire une belle jambe, franchement, d'avoir une conciergerie d'entreprise. Donc, le management, fondamental. L'efficience collective, individuelle et collective. On a un peu parlé des réunions. C'est vrai que c'est un fléau très français dont on pourrait beaucoup parler, mais vraiment l'efficacité notamment des réunions, toute cette efficience qui fait gagner du temps au quotidien et qui permet aux gens de peut-être partir 1 heure plus tôt, de se reposer, de se ressourcer, d'être encore plus performant le lendemain. Donc, efficience. Et puis, co-construction pour répondre aussi à la question qui est posée sur est-ce qu'on peut
partir des salariés, etc. Un mot que j'aime beaucoup aussi, vraiment, et qu'a bien rappelé Magali, associer tout le monde à ce type de démarche. Voilà. Super. Bien. On arrive à la fin de ce webinaire. On avait encore plein de choses à dire, évidemment, c'est toujours comme ça. Je vous propose qu'on reprogramme peut-être un deuxième webinaire pour poursuivre cette conversation. Avec plaisir. Passionnante. Merci à tous les deux. Merci à vous. tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Je veux adresser aussi un grand merci aux équipes de la CPME 31 qui ont largement contribué à l'organisation de ce webinaire. Et puis un petit clin d'œil aussi aux Digital Ladies qui sont partenaires du manifeste de Magali. Et qui nous suivent et qui nous aident aussi dans toutes ces démarches. Merci à tous et à toutes. Bon après-midi et bon courage dans cette période compliquée. Merci Magali, merci Jérôme. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir Sophie. Au revoir. Au revoir.